Alors, bonjour à tous. C'était très impressionnant. J'ai cru qu'il allait falloir que je m'asseye là, à la place de la présidente. Donc, comme c'était jamais arrivé, puisque normalement, c'est, comment dire, les vice-présidents ou la doyenne de séance, quand elle ouvre la séance, j'avais une certaine émotion. Mais j'en ai d'autant plus une émotion que je tenais donc à excuser Valérie Pécresse qui n'avait pas pu être présente et puis à remercier tous les participants qui ont permis l'organisation de cette journée, de cette conférence de grande qualité et de cette remise de prix à laquelle vous allez assister, à laquelle nous allons assister, et qui va permettre justement de mettre en exergue les projets les plus innovants. Et on l'a vu dans les débats que nous avons eus, l'innovation est quand même la source de nos déplacements et de notre vie en Île-de-France, parce que, une source technique naturellement, mais aussi parce que la crise sanitaire a fortement marqué nos modes de déplacement, et qu'il faut que nous soyons au rendez-vous pour tous ces déplacements. Donc le Conseil régional d'Île-de-France est très heureux et honoré d'accueillir ce 9e Grand Prix de la région capitale, et souhaite naturellement remercier l'ensemble des intervenants, et notamment Monsieur Demarquette, qui représente la ville, ville, rail et transport, et qui est ici présent. Cette séquence est toujours un moment fort de l'année pour le secteur des mobilités en matière d'innovation, et notamment pour Île-de-France Mobilité, à laquelle j'ai l'honneur de siéger et d'être présidente de la commission investissement, qui est au cœur des débats que nous avons eus aujourd'hui, parce que pour investir, pour avoir des bons transports, il faut investir beaucoup. Comme vous le savez, les 8 prix qui seront décernés dans quelques instants récompenseront le ou les auteurs d'initiatives permettant de faire baisser le coût du transport, essentiel, d'améliorer un projet ou un service de mobilité, de mieux gérer la circulation routière, d'améliorer les services dans une gare ou dans une station, de mieux gérer la conduite d'un projet. Action de la région en matière de mobilité, nous sommes partie prenante, et depuis 2016, la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a entamé la révolution des transports, actuellement sur les rails. C'est vrai que la crise que nous avons traversée a un peu bouleversé notre calendrier, puisqu'elle a ralenti beaucoup de travaux. Heureusement, Madame la directrice du Transilien insistait sur ce point. Certains projets qui étaient majeurs pour notre région, comme le T13 et le T12, ont pu passer la crise et vont bientôt pouvoir voir le jour sans trop de retard, heureusement, parce qu'ils sont très attendus sur la Grande Couronne notamment. Nous investissons massivement pour moderniser les transports en commun, pour développer les nouvelles mobilités, le vélo, le covoiturage, les transports à la demande. C'est ceci dans une logique de lutte contre la pollution. C'était le sujet aussi qui a été abordé et que certains d'entre vous ont abordé, mais aussi de fluidification de la circulation automobile. Et Monsieur Baudrier, je ne le vois plus, je l'ai vu tout à l'heure, comme j'étais pas au même endroit, du vélo aussi, beaucoup. C'est des sujets que nous avons très souvent l'occasion d'évoquer au sein d'Île-de-France Mobilité. Nous avons ainsi, par exemple, rénové et acheté 650 trains et TER en attendant l'arrivée des nouvelles rames du RERD et du RERB, et du système Nexteo qui a suscité pas mal de débats lors de la dernière commission investissement, et que nous allons notamment aborder lors du prochain conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Nous avons mis en place un plan bus débouchant sur une mise en circulation de 1000 bus décarbonés, accessibles et climatisés. Et j'ai eu l'honneur, d'ailleurs, il y a une semaine ou deux, avec Laurent Probst, ici présent, d'inaugurer le premier dépôt de bus hybride dans l'Essonne, ce qui était une grande fierté, parce que c'est vrai que nous, la Grande Couronne, on avait tendance à se dire qu'on avait que les vieux bus et que les nouveaux bus, ils étaient plutôt pour Paris. Donc enfin, ça arrive et le projet arrive chez nous. La mise en place de solutions innovantes pour dépolluer l'air des métros, l'investissement de 300 millions d'euros dans le RER vélo,
soit 700 km de pistes cyclables. C'est aujourd'hui sur les rails là aussi. La mise en place d'un service de location de 20 000 vélos électriques qui ont eu un succès absolument phénoménal, qui va nous voir, je parle sous le contrôle de Laurent, mais doubler ce parc de vélos électriques. Et on a ainsi créé 4000 places de parking, vélos sécurisés et gratuites pour les abonnés du Navigo. Et aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, Sylvie Charles parlait de la mise en concurrence des transports, mais il y a 10 ans ou 20 ans, se dire qu'on mettait des vélos et des garages vélos dans les gares, c'était pas une évidence. Et aujourd'hui, c'est une évidence et c'est une obligation, je dirais même plus. Et donc là, en plus, on a imposé la gratuité, puisqu'il y avait un paradoxe, il y avait des parkings relais automobiles gratuits quand on était porteur de pass Navigo, et des parkings vélos qui étaient payants alors qu'on était porteur de pass Navigo. Donc là, on se met tous sur la même ligne. Mais aussi une prime de 500 € pour chaque francilien pour l'achat d'un vélo électrique. Et je peux vous dire qu'en tant que maire d'une commune de la Grande Couronne, on a beaucoup de citoyens qui nous écrivent, puisqu'il faut attester que nous n'avons pas d'aide ou que nous faisons une aide pour que la commune ne fait pas d'aide ou qu'elle fait une aide pour l'achat de vélos électriques. Je peux vous dire que c'est un fort engouement là aussi. Donc au mois de mai 2021, il y avait déjà 100 000 demandes. Lors du dernier conseil d'administration, il a été voté donc un renforcement des effectifs de sécurité dans les transports, ce qui est important. Le doublement de l'offre des vélos électriques, ce que j'indiquais tout à l'heure, passant de 20 000 à 40 000. La disparition des carnets de tickets, et d'ailleurs aujourd'hui c'est l'actualité, hein, le carnet de tickets disparaît de métro, donc voilà, remplacé par le Pass Navigo Easy. La mise en place d'un bouclier tarifaire, soit un tarif à 4 € maximum pour tout déplacement sur le réseau de transport transilien. Mais nous souhaitons aller encore plus loin dans les années à venir. Jacques, je parlais justement de toi et de ton insistance sur le vélo, hein, et de dire que depuis 10 ans, tu te bats, même peut-être plus, et qu'aujourd'hui, c'est une obligation, une évidence, et qu'on en est tous convaincus. Voilà, donc quelques éléments de débat supplémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit, mais surtout maintenant, eh bien, j'ai le plaisir d'ouvrir cette cérémonie qui va permettre de récompenser les projets innovants, les projets qui vont nous faire avancer et qui vont continuer à nous faire avancer dans les années qui viennent. Et j'accueille Monsieur Demarquette, je crois, pour ce premier prix. Bonjour, merci Madame Duranton. Alors pas tout à fait, moi je ne suis que le maître de cérémonie et j'ai le plaisir effectivement de débuter cette 9e cérémonie des Grands Prix de la région capitale ici au Conseil régional d'Île-de-France. Les 8 prix que nous allons décerner ce soir récompensent chacun à leur manière les projets et les initiatives qui auront contribué à rendre les transports franciliens meilleurs. Et avant de débuter, eh bien, j'appelle cette fois-ci le vrai Fred Demarquette à venir me rejoindre sur scène pour ouvrir cette cérémonie. Merci Nicolas. Bonsoir. Bonsoir à tous, chers amis. Je voulais vous remercier tous de la part des équipes de Villerail Transport d'être venus ce soir à cette 9e cérémonie. Pardon. Donc cette 9e cérémonie des Grands Prix des régions capitales se déroule dans un contexte d'accélération de cette transformation extraordinaire d'où va naître un Grand Paris moderne qui fera que Paris deviendra une des plus belles, une des plus fantastiques encore métropoles de la planète. Nous récompensons ce soir des thèmes tels que le confort, la sécurité, l'innovation, l'écologie, la logistique, des thèmes qui nous touchent tous en tant que citoyens, directement ou indirectement, dans notre vie de tous les jours, qui sont autant des défis pour les acteurs et les professionnels que récompensent ces Grands Prix. Et je voudrais aussi d'ailleurs remercier nos partenaires qui sont, merci pour nous accueillir, la région Île-de-France
Île-de-France Mobilité, la SNCF, RATP Group, Keolis et Transdev. Maintenant, je rends le micro à Nicolas de Monchaux pour la place pour la remise des prix. Et on se retrouve tout à l'heure pour un verre de l'amitié. Merci et bonne soirée. Merci Frédéric. Nous allons débuter par un prix qui distingue les meilleures initiatives autour de deux notions qui sont indissociables, le transport et l'urbanisme. Nous allons débuter ainsi par le prix de l'aménagement urbain. Et pour ce prix, les nominés seront le réaménagement autour du T9, une ville plus apaisée avec des pistes cyclables, la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h dans la plupart des rues de Paris, et la nouvelle station vélo Gare Montparnasse. Et pour remettre ce prix, eh bien, je rappelle de nouveau Frédéric Desmarquettes, notre directeur général adjoint, à revenir ouvrir le bal. Alors Frédéric, je vous propose dès maintenant de révéler qui sera le lauréat et de commenter cette victoire. Alors, ça tombe bien, notre logo là-haut, territoire et mobilité. Le vainqueur de ce premier prix nous montre parfaitement à quel point ces deux notions de territoire et de mobilité sont indissociables. Et donc, le prix revient à Île-de-France Mobilité pour les travaux d'aménagement autour de la ligne T9. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Arnaud Crollet, directeur des infrastructures chez Île-de-France Mobilité, à me rejoindre sur scène. Allô, oui. Allez-y, monsieur. Alors, c'est un beau projet de transformation et de développement du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette réalisation ? Alors déjà, je suis honoré de venir recevoir ce prix qui met en valeur le travail de toutes les équipes d'Île-de-France Mobilité en lien avec le territoire, l'ensemble des financeurs, puisqu'on est sur 6 communes traversées, le département du Val-de-Marne. Et donc le T9 en chiffres, c'est 10 km de tramway, 20 km d'aménagement cyclable qui ont été déployés, 88 000 m² de végétalisation, donc l'équivalent de 10 terrains de foot quand même, un jardin à la française à Choisy. Voilà. Et donc, au-delà de ces chiffres, c'est un projet de transport, bien sûr, une épine dorsale pour le Val-de-Marne, avec 80 000 voyageurs jour attendus sur ce tramway. Mais plus qu'un projet de transport, c'est effectivement un vecteur de transformation de la ville, et il a été conçu de cette manière. C'est-à-dire pour équilibrer l'espace entre les différents modes, donner plus de place aux piétons, aux vélos, aux modes doux, un aménagement de façade à façade de qualité et un espace public plus accessible. Et donc c'est une vraie transformation du paysage qui a été mise en œuvre sur ce projet. Alors le T9, tel qu'il a été imaginé, il joue avec le territoire qu'il traverse, il met en valeur les équipements, des équipements culturels de ce territoire du Val-de-Marne, avec l'œuvre de Dubuffet à Vitry, le Macval, la briqueterie, et donc c'est un tramway sur l'ensemble de ce secteur qui met en valeur ces éléments. C'est aussi un aménagement qui met en scène l'histoire de ce territoire, et aussi bien les grands ensembles du XXe siècle, réussis ou moins bien réussis, et le château de Choisy par exemple. Et donc on a designé, donc toutes les équipes d'Île-de-France Mobilité et avec l'ensemble des prestataires, des entreprises de travaux, travailler pour que ce projet soit vraiment dans ce renouvellement et dans ce lien entre le transport et l'urbanisme, avec un matériel roulant qui joue son rôle dans l'urbanisme, ce matériel roulant à ses signatures emblématiques, lumineux, des stations qui ont été développées exclusivement pour le T9 avec des matériaux qui s'intègrent et qui s'insèrent et avec une grande élégance sur ce territoire. Et comment ne pas noter ici dans ce bâtiment créé par Jacques Ferrier, le site de maintenance et de remisage également créé par Jacques Ferrier, qui rend hommage aux bâtiments industriels du 19e siècle sur ce secteur. Et donc en le projetant vers l'avenir avec sa toiture plissée. Et donc, à travers ce prix, je pense qu'on peut dire que le contrat pour le T9 est rempli, et aussi bien sur l'urbanisme que sur les transports, puisqu'aujourd'hui, le trafic est au rendez-vous et les usagers sont au rendez-vous. Merci Arnaud Crollet.
Je vous invite à recevoir votre prix des mains de Frédéric Desmarquettes et à vous diriger vers le photocall qui se situe juste à droite de la scène. Nous passons maintenant à un prix pour lequel sont les meilleures initiatives en matière de liaison entre les modes de transport qui seront mises à l'honneur. Il s'agit du prix de l'intermodalité et pour lesquels les nominés seront le transport à la demande pour l'agglomération Cœur d'Essonne, le T9 de Paris à Orly, la ligne 14 qui dépasse le périphérique et devient ainsi l'épine dorsale du métro parisien. Et pour remettre ce prix, j'appelle Alain Pitavino, directeur général adjoint Île-de-France chez Transdev, à me rejoindre sur scène. Alain Pitavino, rebonsoir. L'intermodalité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un enjeu majeur pour un opérateur tel que Transdev. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment l'améliorer? L'avantage, c'est que le lien sera facile avec la table ronde de tout à l'heure, parce que je crois qu'on a largement défloré le sujet. Moi, je suis convaincu, effectivement, que pour nos clients, et en particulier en deuxième couronne, l'enjeu de l'intermodalité est majeur. La majorité de nos clients, aujourd'hui, prennent un bus pour aller prendre un mode ferroviaire après. Donc c'est vraiment crucial pour nous qu'on arrive à réussir cette intermodalité. L'aménagement des points multimodaux, on en a parlé plusieurs fois tout à l'heure, la réussite des correspondances et la correspondance garantie, des parcs à vélo sécurisés. Voilà, on a suffisamment développé pour que je ne développe pas plus maintenant, mais c'est vraiment l'enjeu majeur. Et plus on va être en deuxième couronne, plus ça va être un enjeu crucial. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voudriez révéler qui est le lauréat de ce second prix? Oui, le lauréat, c'est l'aménagement de la ligne 14, qui devient l'épine dorsale du métro parisien. C'est donc la RATP, effectivement, pour cette extension de la ligne 14. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Monsieur Xavier Letty, président de RATP Cap Île-de-France, au sein du groupe RATP, à venir nous rejoindre sur scène. Monsieur Letty, bonsoir. C'est une extension de réseau au-delà du périphérique. Pouvez-vous nous commenter cette victoire? Oui, d'abord, merci beaucoup. Merci au nom de toutes les équipes de la RATP, très nombreuses, qui ont été mobilisées sur ce projet qui était compliqué. C'est une très grande fierté et je pense que c'est une fierté qu'il faut partager avec les autres partenaires de ce projet. Partenaires pour le financement du matériel roulant Île-de-France Mobilité et pour les infrastructures, que ce soit la phase études ou la phase travaux, la Société du Grand Paris, l'État, la Ville de Paris, la région, le département des Hauts-de-Seine, le département de Seine-Saint-Denis. Donc c'est un projet multi-acteurs, c'est un projet qui était particulièrement attendu. Je pense que comme tous les projets de prolongement de ligne, on sait ce que ça peut avoir comme impact sur les quartiers qui sont desservis. Mais je pense que ce n'est pas qu'un prolongement de ligne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est primé, c'est une extension du réseau. Et c'est une extension du réseau parce qu'avec le prolongement de la 14, c'est plein d'autres modes qui évoluent aussi. C'est d'abord la ligne 13 avec 2 branches. Et je pense que c'est peu dire que les voyageurs ils étaient impatients de voir arriver cette ligne 14. C'est aussi la ligne C du RER, c'est la ligne L, c'est le tramway avec le T3B. Et puis, c'est des lignes de bus qui, avec la mise en service de ce prolongement, sont pour certaines prolongées, pour d'autres renforcées. En tout cas, je pense que c'est la mobilité au sens large qui gagne. Alors c'est un prolongement, des prolongements de métro, il y en a d'autres. Il y en a 4 en ce moment, en plus du métro du Grand Paris. Et je pense que c'est l'occasion, avec ce prix, de saluer tous ceux qui travaillent en ce moment sur ces projets qui sont très compliqués et qui relèvent les défis de prolongement de travaux souterrains. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Pitavino, est-ce que vous voulez commenter cette victoire pour le prix de l'intermodalité? Je vais évidemment saluer le projet qui
qui est remarquable, mais je pense que c'est surtout une magnifique illustration de ce que l'intermodalité est aussi, c'est la capacité d'avoir le choix entre différentes solutions, c'est la capacité d'avoir un réseau maillé, et là il y a vraiment un très bel exemple. Merci, merci à vous deux. Je vous invite à rejoindre notre photocall qui se situe juste ici. Et bien sûr, à prendre votre bouteille de champagne, oui, bien sûr. Nous allons désormais passer au prix gestion de projet. C'est un prix qui couronne une réalisation qui aura demandé à ses promoteurs à la fois agilité, concertation et innovation pour le mener à bien de la meilleure des manières. Et pour ce prix, les nominés sont la concertation autour du projet urbain Belgrand-Saint-Fargeau, la fin des chantiers d'été du RVB sur le RER A, ainsi qu'un vote pour le design du MI20 francilien. Et pour remettre ce prix, nous avons la chance d'avoir plusieurs membres du jury ici ce soir parmi nous. J'en appelle un premier que vous avez déjà vu, Marc Pellissier, membre de notre jury et président de l'AFNOT Île-de-France. Marc Pellissier, pouvez-vous nous révéler tout d'abord qui est le lauréat de ce prix de la gestion de projet et puis nous indiquer pourquoi c'est cette réalisation qui aura retenu l'attention du jury? Alors le jury a choisi de récompenser la fin des travaux du renouvellement voie-ballast du RER-A, réalisé par la RATP. Ce choix a été fait étant donné que c'est un projet d'abord important pour maintenir l'infrastructure en bon état, mais en même temps dans un contexte contraint de la première ligne la plus chargée d'Europe. Et on a constaté quelques difficultés les premiers étés, mais visiblement des mesures correctrices et au fur et à mesure des étés, finalement, une opération qui s'est bien déroulée et qui a respecté son planning et qui est aujourd'hui terminée. Et ça aussi, c'est un petit soulagement pour les usagers qui se déplacent l'été. Et nous félicitons donc à nouveau la RATP et j'invite Monsieur Xavier Letty à me rejoindre une nouvelle fois sur scène, président de RATP Cap Île-de-France au sein du groupe RATP. Xavier Letty, c'est un projet de renouvellement sans précédent. Ce sont 7 ans, 24 km de voies, 28 aiguillages qui ont été remplacés, et tout cela en plein cœur de l'Île-de-France. Que pouvez-vous nous dire de cette nouvelle réalisation? D'abord, merci, et je pense que ce qui est appréciable avec ce prix, c'est qu'on met à l'honneur des acteurs qui sont souvent dans l'ombre, les mainteneurs qui ont réalisé avec ce chantier un travail de titan, un travail gigantesque, à l'image, je pense, de cette ligne A, qui est la plus grosse ligne d'Europe. Un chantier qui, on peut dire, est un chantier de responsabilité. Je pense que c'était courageux il y a à peu près une dizaine d'années quand le patron de la voie de la RATP, il a dit l'infrastructure, elle fonctionne, nous on la maintient bien. Faut voir qu'il y a des sollicitations mécaniques absolument incroyables. C'est en termes de tonnage à l'essieu des infrastructures comparables avec quasiment rien, peut-être juste Eurostar à 1 ou 2 appareils de voie. Il y a certains tronçons de rails qui sont changés tous les 18 mois. Je pense que ça donne une idée un peu de ce que vit cette infrastructure. Et pour autant, le patron de la voie, il a dit elle va avoir 40 ans, cette infrastructure, et si on veut voir dans la durée, en sécurité, en disponibilité, il ne va pas y avoir de choix. Il va falloir aller modifier en profondeur et aller jusqu'au radis. Et ça voulait dire des travaux qui ne se font pas la nuit. Parce que travailler la nuit sur ces volumes-là, ça aurait pris 50 ans. Donc, c'était couper la ligne. Et la couper pendant plusieurs années. Et la couper en maintenant l'exploitation. C'est ça le défi. Alors, en plus, avec un programme d'exploitation qui changeait tous les ans, c'était très compliqué. Je pense qu'on est tous soulagés que ce soit terminé. On peut dire merci. On peut dire merci aux entreprises qui ont aussi été partenaires de ce projet. Le groupe Colas, Alstom. Merci aux 3 chefs de projet qui se sont succédés sur ce chantier gigantesque. Et puis merci aux voyageurs qui ont eu la patience pendant ces années de supporter les travaux. Merci. Et merci à vous.
Nous passons désormais... je vous invite tout d'abord, effectivement, à aller prendre une photo commémorative sur le photocall. Et nous passons maintenant au prix de la logistique urbaine qui récompense les meilleures initiatives en matière de transport de marchandises en ville. Et pour ce prix, les nominés seront les livraisons en horaire décalé, le lancement des Véligo Cargo et l'utilisation des centres bus RATP pour les livraisons d'Amazon et Chronopost. Avant de révéler qui sera le lauréat, j'appelle une dernière fois Monsieur Xavier Letty, président de la RATP Cap Île-de-France, à me rejoindre sur scène, cette fois pour remettre un prix. Monsieur Letty, vous remettez le prix de la logistique et pour ce thème, on le sait, l'acceptation des riverains, c'est un sujet essentiel. Et vous m'avez dit, lors de notre préparation, que vous créez en ce moment la Business Unit Solutions Ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, alors je pense que la RATP elle est bien connue pour le transport collectif de voyageurs, hein, mais elle ne fait pas uniquement ça. Et elle a un très beau slogan qui est « Aimer la ville », qui se décline avec un certain nombre de métiers qui sont tout à fait complémentaires du transport, des activités de télécom, des activités immobilières et des activités de logistique urbaine. Sur ce sujet de la logistique urbaine, la cible, elle est simple, c'est le dernier kilomètre avec des solutions qui sont vertueuses d'un point de vue de l'environnement. Et elles partent du constat qu'on a une raréfaction du foncier en zone dense, je pense que tout le monde le partage, et qui a un besoin croissant d'accélérer ces livraisons. L'idée, c'est d'avoir la capacité de mettre à disposition des infrastructures de transport collectif qui sont moins utilisées le jour, typiquement des centres-bus, donc avec l'accord de l'autre autorité organisatrice, Île-de-France Mobilité, et de les mettre à disposition d'acteurs qui vont, eux, faciliter le transfert de véhicules lourds, gros, à des véhicules plus petits pour faire ce dernier kilomètre. Alors il y a à peu près un an, il y a un premier appel à projet qui a été lancé pour exploiter 4 sites. Il y en aura d'autres qui seront faits et on espère que ça va comme ça permettre de faciliter de manière tout à fait complémentaire le transport des voyageurs et le transport de personnes et le transport de marchandises. Bien, je vous propose de révéler maintenant qui sera le lauréat de ce prix de la logistique urbaine. Alors le lauréat, c'est pour les livraisons en horaire décalé. Effectivement, c'est le club Déméter, donc à l'origine de cette expérimentation de livraison en horaire décalé. Et pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre sur scène Raphaël Ebenstreit, membre du club Déméter. Bonsoir. Alors, vous étiez hier soir même à une conférence de presse avec David Béliard pour annoncer les résultats de cette fin d'expérimentation en horaire décalé dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, quels sont-ils ces résultats et quelles perspectives pour cette expérimentation ? Tout d'abord, merci beaucoup. Donc, un petit mot d'introduction. Donc, le Club Déméter, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est une association qui regroupe des entreprises qui sont chargeurs, prestataires, associations et également institutionnelles sur la chaîne logistique, dont l'objectif est l'innovation et le responsable. Et donc, dans cette expérimentation qu'on a menée avec la ville de Paris, la mairie du 13e et des entreprises du Club Déméter, ainsi que des commerces du 13e arrondissement, on a mis en place des livraisons en horaire décalé. Donc par décalé, on entend après 21h ou avant 7h du matin, et qu'on a ensuite mesuré à l'aide d'experts qui étaient au nombre de deux. Donc il s'agissait de Certibruit et de Paris. Merci beaucoup. Et donc ce qu'on a pu constater dans cette expérimentation, c'est qu'on avait finalement des bénéfices côté transporteur, côté également point de vente, à la fois réduction de la congestion, baisse des émissions de CO2
Et puis, faciliter à amener les produits dans les magasins, puisque en les chargeant à des horaires décalés, on évite les fameuses palettes dans les allées en pleine journée. Voilà, ce qui est, je pense, un point très intéressant. Et donc, on est maintenant dans la perspective de déploiement de cette finalement initiative, que ce soit dans Paris ou bien maintenant ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Je vous invite à retourner, à aller au photocall pour une photo commémorative. Merci beaucoup. Avec Monsieur Letty et votre prix. Et n'oubliez pas votre bouteille de champagne. Nous passons désormais à un prix qui salue une initiative prise en grande couronne notamment et qui vise à favoriser la mobilité. Il s'agit du prix périurbain. Et pour ce prix, les nominés seront les arrêts à la demande la nuit en banlieue éloignée ou bien l'élaboration d'un réseau vélo à l'échelle régionale et métropolitaine. Pour remettre ce prix, j'appelle à venir me rejoindre sur scène Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de Villerail et Transport. Marie-Hélène, pouvez-vous nous révéler qui est le lauréat de ce prix périurbain et nous commenter le choix du jury? Alors le gagnant, c'est le collectif Vélo Île-de-France pour le réseau, le RER vélo qu'il a suggéré de mettre au point et qu'il a proposé à la fois à la métropole et au Conseil régional d'Île-de-France. Et j'explique pourquoi. Et tout simplement parce que ce collectif a fait un travail remarquable et donc a été proactif dans cette initiative et d'abord a proposé un réseau très structurant, donc un vrai réseau express sur le modèle du RER, et puis a convaincu les élus de s'en emparer et de mettre la main à la poche. Maintenant, on attend de voir la réalisation. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Louis Belenfant, directeur du collectif Vélo Île-de-France, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir monsieur, pouvez-vous nous faire un bref historique de ce projet et également nous dire pourquoi c'est une association et non pas une collectivité territoriale qui est à l'origine de ce projet? Oui, bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier pour ce prix. On est très heureux au collectif Vélo Île-de-France de recevoir ce prix. On est un peu différent des autres structures que vous avez vues ce soir. On est une association essentiellement composée de bénévoles. Et je pense que nos bénévoles seront ravis de savoir que cette initiative, le RERV, reçoit un prix ce soir. Parce que le RERV, c'est bien une idée qui a germé dans l'esprit des associations vélo d'Île-de-France en partant d'un constat. Du constat, je vais vous donner quelques chiffres et puis après on s'arrête là. Du constat qu'on a 2% de déplacements à vélo en Île-de-France seulement aujourd'hui. On a une majorité de déplacements qui font moins de 3 km et on a 6000 km à peu près d'aménagement cyclable. Voilà, je vous ai donné les chiffres. Et quand vous les entendez, il y a bien un paradoxe entre cette quantité d'aménagements cyclables et le peu de cyclistes qu'on a sur les routes. Ce paradoxe, il s'explique, c'est parce que vous regardez la carte de l'Île-de-France de ces aménagements cyclables, en fait, vous voyez une carte de confetti cyclable. Je pense que chacun d'entre vous a peut-être fait cette expérience, pas loin de chez lui, de voir ce petit bout de piste cyclable qui s'arrête à l'endroit le plus compliqué et le plus dangereux. Ce petit bout de bande cyclable, où on se demande bien qui a pu l'imaginer un jour, eh bien ça n'incite pas les gens à se mettre à vélo. Ce qui marche, c'est le réseau. C'est comme pour les transports en commun, c'est comme pour la voiture, c'est la continuité qui fait le succès du mode de déplacement. Ça vaut aussi pour le vélo. Il y a besoin d'un réseau cyclable structurant pour l'Île-de-France. On s'est mis à l'œuvre une fois qu'on a fait ce constat-là. Ça a été énormément de travail. C'est 1 an de travail associatif. Une centaine de bénévoles concernés, de la consultation auprès de toutes les associations du réseau pour savoir où est-ce qu'on peut faire passer ce réseau structurant, comment ça peut fonctionner, comment on peut relier les pôles d'activité. 1 an de travail, on a imaginé un nom, le RERV. Il s'avère qu'aujourd'hui, il a été gardé, donc c'est a priori qu'il n'était pas mauvais et qu'on parlait bien à l'imaginaire collectif.
Et c'est 9 lignes à la fin qu'on a retenues, 650 km, presque 700, et qui a convaincu la région Île-de-France. On les remercie, on remercie la région Île-de-France de s'être engagée dessus. 300 millions d'euros pour un projet imaginé par une association. Je pense que c'est du jamais vu aussi en termes de gouvernance, de projet, puisqu'aujourd'hui on travaille main dans la main avec la région, avec les collectivités franciliennes, pour mettre en œuvre ce projet de RERV. Et pourquoi c'est nous et pas une collectivité? Je vais juste répondre à cette question, parce qu'on a un millefeuille francilien particulièrement consistant, peu digeste, et que si ça avait été une collectivité, elle aurait eu 10 années de travail. C'est venu de la société civile, mais aujourd'hui ça ne peut se faire qu'avec les collectivités. On a besoin de toutes les collectivités, de la ville jusqu'à la région, pour que ce projet de RERV se réalise, et les cyclistes l'attendent avec impatience. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence tout à l'heure, à la table ronde. Oui, j'en ai vu un bout. J'ai vu que le RER vélo était cité. Le vélo est cité régulièrement. Je pense que c'est quand même nouveau. Mais est-ce que vous avez entendu la petite critique de Sylvie Charles sur la desserte insuffisante des gares? Mais en fait, je ne l'ai pas entendu comme une critique. J'étais content que Sylvie Charles le dise. C'est qu'en fait, le RER vélo n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes de transport et de transport à vélo. Le RER vélo, c'est pour des déplacements qu'on va faire en entier à vélo, des déplacements domicile-travail potentiellement. Mais dans le même temps, il y a aussi besoin du rabattement vélo vers les gares. Et je pense notamment à la Grande Couronne, où le potentiel est beaucoup sur ce rabattement vélo vers les gares. Aujourd'hui, beaucoup de gares franciliennes ressemblent plutôt à des parkings voitures géants, qui sont desservis par des routes géantes pour voitures. Et en réalité, effectivement, Sylvie Charles a raison, on pourrait amener beaucoup de voyageurs dans les RER à vélo. Ça se fait très bien aux Pays-Bas. Un voyageur sur 2 a commencé son trajet à vélo. Ça paraît tout à fait vraisemblable pour l'Île-de-France, pourvu qu'on s'en donne les moyens et que ça ne soit pas simplement de l'incantation. Très bien, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et merci à vous. Je vous invite à récupérer votre prix, votre magnum de champagne, et à vous diriger vers le photocall avec Marie-Hélène. Nous passons désormais à un prix qui récompense les initiatives de modernisation de gares, de réseaux de transport existants, routiers ou ferroviaires. Pour ce prix donc, de la modernisation, les nominés sont la flotte 100% électrique et bio-GNV de toute bus, les témoins de ligne donc pour évaluer la qualité des services de transport en commun, des centres-bus convertis au biométhane, et puis des QR codes pour faciliter le parcours des déficients visuels. Et pour remettre ce prix, j'invite à me rejoindre à nouveau sur scène Anne-Lise Avril, directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité au sein du groupe Keolis. Anne-Lise Avril, pourquoi remettre ce soir le prix de la modernisation? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette modernisation? Alors, je suis très heureuse parce que c'est une catégorie qui a vraiment un écho pour notre profession, je pense. La modernisation, pour nous, c'est un impératif, mais c'est aussi une super opportunité. On pense évidemment et on voit dans les nominés que ça fait écho à toute l'action climatique sur laquelle on est attendu. Donc la modernisation, c'est la modernisation des flottes, la conversion des véhicules thermiques, c'est la modernisation de la relation du parcours de l'usager. Donc là, on a des exemples aussi parmi les nominés de projets de ce type sur lesquels on est attendu. On l'a vu tout à l'heure pendant la première table ronde, il faut faire en sorte que nos systèmes de transport soient attractifs, que les usagers aient un parcours plus simple, qu'il s'agisse d'intermodalité, qu'il s'agisse également de parcours sans contact. On a parlé effectivement de simplifier cette intermodalité, on a des outils digitaux, il faut se méfier du Canada Dry dans ce domaine, il y a beaucoup de multimodalités, c'est pas de la vraie intermodalité, donc on a encore plein de choses à faire et toutes ces initiatives sont là pour ça. Donc c'est un très beau chantier qu'on ouvre et sur lequel on fait des pas en avant et ces nominés sont là pour illustrer ces pas en avant qu'on fait dans ce domaine. Merci beaucoup. Je vous propose de révéler qui sera le lauréat de ce prix modernisation. Eh bien, il s'agit des centres de bus convertis au biométhane. Et c'est donc Transdev qui vient recevoir ce prix. Son représentant, Johan Potrema, directeur Parc et Maintenance Île-de-France chez Transdev, que j'invite à nous rejoindre sur scène.
Johan Potrema, bonsoir. Cette démarche a été voulue par Île-de-France Mobilité dans le cadre du programme de transition énergétique. Pouvez-vous nous commenter votre réalisation ? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci au nom de Villerail et aussi au nom de Transdev Île-de-France pour cette remise de prix. Je voulais remettre également ce projet tout simplement qui s'inscrit dans la loi de transition énergétique et à ce titre qui tend également vers ses objectifs. Donc tout simplement décrire rapidement ce projet en 4 points, très synthétiquement. Le premier qui est... Pardon. Le premier qui fait partie d'un projet un peu plus vaste de 23 projets en cours et en finalisation. Donc ce projet sur l'IE5, lui, a commencé en avril 2019 pour se terminer en décembre 2020. Ce projet donc, a eu 4 mois de retard dû à la pandémie, mais c'est bien réalisé pour cette année 2020. On a pu également mettre aux normes l'atelier tout simplement pour ces mises aux normes ATEX. Dans le troisième point que je voulais vous aborder, c'était sa partie description technique. Donc, c'est 67 charges lentes qui est équipées sur ce centre bus, 4 compresseurs qui permettent de délivrer plus de 250 bars et 2 charges rapides qui permettent de suppléer les charges lentes. Consécutivement à cette livraison et à cette mise en service de ce COB, 29 véhicules GNV ont été livrés par Île-de-France Mobilité et reste à venir pour 2022 le complément. Je vous remercie encore également pour cette remise de prix. Ah, je vous ai pris. Oh. Et merci à vous. Je vous invite. Voilà, avec votre prix et votre magnum de champagne également pour une photo commémorative avec Anne-Lise Avril de Keolis. Nous allons désormais passer à un prix qui distingue les nouvelles idées, les nouvelles réalisations et s'intéresse à tous les secteurs de transport. Il s'agit du prix de l'innovation et pour ce prix, les nominés sont Transilien qui s'appuie sur Hector pour connaître la fréquentation en temps réel dans les transports, RATP Dev qui déploie des boutons d'arrêt holographiques, les voyageurs invités à tester les innovations du bus de demain et les vitres communicantes qui ont été installées au sein de l'Orlyval. Et pour remettre ce prix, j'appelle à me rejoindre sur scène Bertrand Lambert, membre également de notre jury, journaliste à France 3. Bonsoir. Bonsoir. Je vous propose de révéler de suite qui sera le lauréat de ce prix de l'innovation et de nous expliquer également le choix du jury concernant cette décision. Alors le gagnant, ce sont les vitres communicantes pour Orlyval. Voilà, alors il y a eu plusieurs raisons à ce choix. D'abord parce que c'est une première mondiale, c'est de l'information voyageur en plus et quand on est voyageur, un peu plus d'information voyageur, ça ne fait pas de mal. Et la deuxième raison, il y a eu un avis unanime du jury, c'était aussi peut-être pour reparler d'Orlyval, dont on aurait bien peut-être voulu parler pendant la campagne régionale. L'avenir d'Orlyval est en suspens, on n'en a jamais parlé, et cette ligne va fêter ses 30 ans, elle est très utile aujourd'hui pour relier Orly. Demain, bien sûr, il y aura la ligne 14, mais elle pourrait être très utile aussi pour faire de la desserte locale et pour servir de secours en cas de défaillance sur la 14, puisque pour aller à Roissy, il y aura la 17, le Charles de Gaulle Express et le RERB. Et sur Orly, il n'y aura que la 14 et un tramway, mais c'est évidemment pas suffisant. Et donc c'était une manière de ressortir un petit peu Orlyval pour le remettre en lumière et se poser les bonnes questions sur cet avenir, puisqu'il aura 30 ans cette année, il n'aura peut-être pas 40 ans d'ici quelques années, puisqu'il est question de le débrancher, de le transformer en piste cyclable, d'y mettre des bus. Quand on a une infrastructure comme celle-ci, je pense qu'il est bien de la préserver. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur les métros oubliés qu'on a désossé, puis que quelques années plus tard, on s'est dit finalement, on aurait mieux fait de le garder. Posons-nous les bonnes questions sur Orlyval. Merci pour cette intervention. Et le lauréat est effectivement la RATP pour les vitres communicantes à Orlyval. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Lionel Lefessant, directeur commercial, chef de projet information voyageurs et vitres communicantes au groupe RATP. Bonsoir monsieur.
Depuis janvier 2021, ces navettes Orlyval sont en cours d'équipement de vitres communicantes, une première mondiale, comme le disait Bertrand Lambert, en LCD. Que pouvez-vous nous dire de ce projet ? Merci. En tout premier lieu, je souhaitais remercier la RATP au travers de Xavier et de Christophe pour toute la confiance qu'ils nous ont accordée durant ce projet. Remercier bien entendu Soledad Valencia et Claire Lemoy, successivement directrice générale de la société Orlyval Service, et puis remercier les partenaires industriels et tous les salariés qui ont été moteurs dans ce projet. Ce projet s'inscrit avant tout dans une démarche d'excellence opérationnelle dans laquelle nous sommes engagés. C'est également, en fait, ce projet, pour nous, c'était de proposer un nouveau maillon dans la chaîne de l'information voyageur, ce qui est essentiel pour nous, sans venir prendre sur le volume que nous mettons à disposition de nos clients dans les navettes. Comme vous le savez, les navettes Orlyval sont d'un gabarit assez réduit, et la solution technique que nous avons retenue au travers de ces écrans d'information voyageurs intégrés dans les vitres était pour nous la solution évidente. Pour compléter mes propos, je voulais dire qu'en fait l'aéroport d'Orly est en pleine mutation. L'aéroport se tourne vers l'international et l'objectif que nous avions, c'était également de hisser au standard international une desserte aéroportuaire comme Orlyval, au travers d'une information différenciée en fonction du sens de circulation des navettes. Donc on va proposer une information avec les horaires du RER B, lorsque vous quittez Orly. On va vous donner comme information en temps réel, calculer tout ça en temps réel, l'information de votre arrivée dans les grandes gares de la ligne B du RER également. Dans le sens Antony-Orly, on va vous proposer les vols. Donc c'est un concept que nous avons développé en interne et donc nous en sommes un peu fiers quand même. Voilà, donc tout un ensemble d'informations différenciées en fonction du sens de circulation des navettes. Voilà, donc pour finir, ce projet démontre notre savoir-faire technique, notre maîtrise technique et également notre maîtrise de l'information voyageur. Donc voilà, donc c'est avec grande fierté que je reçois ce prix au nom de tous les salariés de la société. Merci beaucoup. Je vous invite, alors vous avez déjà récupéré le prix, je vous invite à récupérer votre magnum de champagne et à aller prendre une photo au photocall. Nous allons passer au dernier prix de cette cérémonie. C'est un prix qui récompense les initiatives en matière de gestion intelligente des ressources de la ville en lien avec les transports. C'est donc le prix Smart City pour lequel les nominés seront le test de la gestion des flux sur la ligne 14, les nouvelles bornes d'information voyageurs papier connecté de Keolis, pour le bridage des trottinettes par la mairie de Paris et les traces GPS dans le cadre de la mise en place d'un observatoire des comportements voyageurs au temps du Covid par Keolis, ainsi que la nouvelle appli Bonjour, RATP évidemment, en marche vers le MAS. Pour remettre ce prix, j'appelle Sylvie Charles, directrice générale de Transilien SNCF, à me rejoindre sur scène. Sylvie Charles, bonsoir. Pour vous, qu'est-ce que la Smart City ? La Smart City, c'est grâce au digital une optimisation de l'utilisation des infrastructures et des réseaux. Donc en tant que transporteur, je ne peux qu'être une fan de Smart City. Maintenant, je pense aussi qu'on peut en faire le meilleur et comme souvent avec des innovations, le pire, il y a souvent des petits sujets de données personnelles, de cybersécurité. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Et puis le digital, c'est génial, mais ça ne résout pas tout. Donc c'est pas ça qui va résoudre complètement le problème de la pollution de l'air, de la cherté des loyers et ou du besoin d'infrastructures pour faire des transports de mass transit. Alors on comprend bien que le sujet de la Smart City, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous nous dites, ça ne fait pas tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les projets que vous avez en ce sens ? Alors ça ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup de choses. Donc nous faisons beaucoup de choses en termes d'information voyageurs, notamment pour développer
ce que nous on appelle plutôt l'Ouest, mais Bison Futé, cité tout à l'heure par Marie-Hélène, me va aussi très bien, hein. C'est-à-dire informer nos voyageurs en temps réel de l'affluence dans les trains qui circulent et ceux qui vont circuler, parce que c'est aussi à l'évidence ce qui les intéresse. Et ça, on le fait, comme ça a été dit d'ailleurs par d'autres intervenants, en s'appuyant sur à la fois des rames compteuses et puis des algorithmes qui nous permettent de prédire avec une assez bonne fiabilité ce qui va se passer dans les prochains trains. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de révéler qui est le lauréat de ce dernier prix, le prix Smart City. Alors c'est avec un grand plaisir, puisque vu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le premier et le dernier kilomètre et les mobilités douces, le prix est décerné à la ville de Paris pour les trottinettes, mais aussi pour en limiter la circulation à 10 km/h, puisqu'il faut aussi que les différents modes vivent bien entre eux, et y compris avec les piétons. C'est effectivement la mairie de Paris pour le bridage des trottinettes. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Natalia Cicciarello, chargée de projet de développement des mobilités à la mairie de Paris, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir, vous recevez le prix de la Smart City pour la limitation automatique de la vitesse des trottinettes dans certains quartiers de Paris. Pouvez-vous nous commenter cette réalisation et cette victoire ? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour le prix. Donc, comme vous vous souvenez, j'imagine, en fait, les trottinettes partagées sont arrivées à Paris en juin 2018. Elles ont connu un fort succès, comme on peut constater aujourd'hui. Et après, toutefois, voilà, on sait que les trottinettes partagées sont stations d'attache, donc elles peuvent aussi présenter quelques problèmes, notamment elles peuvent encombrer l'espace public et notamment les trottoirs. Et puis également, elles peuvent, voilà, ça dépend des usagers, elles peuvent provoquer un sentiment d'insécurité parmi plusieurs usagers, notamment les plus fragiles. Donc il faut savoir que déjà dès l'arrivée des premiers opérateurs, la ville de Paris a mis en place des groupes de travail avec les opérateurs pour instaurer un dialogue. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, on attendait un cadre réglementaire. Il a fallu attendre plus de 12 mois, voire 15, pour voir la sortie du décret national et puis également la publication de la loi LOM pour avoir un contexte national réglementaire clair et pouvoir organiser ces types de mobilité. Donc, ces groupes de travail ont donné suite, ont abouti sur une charte des bonnes conduites qui a été signée sur l'ensemble des opérateurs en mai 2019. Il y a eu 11 opérateurs à l'époque, donc ils ont tous signé la charte. Et également, on a mis en place une rédévance pour tous les opérateurs des flottes en free floating, qui étaient, depuis ces moments-là, en fait, ils devaient payer cette rédévance. Après, à l'été 2019, c'était la période où on avait les plus grands nombres de trottinettes dans l'espace public. L'exécutif municipal avait demandé aux opérateurs donc, de brider la vitesse des engins à 20 km/h et aussi les brider à 8 km/h dans les aires piétonnes et les zones de rencontre. Donc les opérateurs, ils ont tous accepté cette volonté. Donc après, cette année, à la suite de plusieurs accidents qui ont eu lieu au premier semestre 2021, donc il y a l'adjoint à la maire, David Béliard, qui a demandé aux opérateurs également de brider les vitesses, en tout cas de les réduire dans un nombre des zones dans Paris où, on va dire, certains conflits d'usage pouvaient se produire, et notamment où ça méritait effectivement de baisser la vitesse à 10 km/h. Donc aujourd'hui, il y a une concertation qui est faite auprès des mairies d'arrondissement et un inventaire est réalisé pour pouvoir mieux identifier ces zones
Et voilà, le sujet est à l'étude. Après, je profite aussi pour rappeler qu'on a mis en place 2500 zones de stationnement qui sont dédiées exclusivement pour les trottinettes partagées. Et aujourd'hui, on peut voir quand même une amélioration assez importante par rapport à la situation qui était connue en fait avant de ces moments-là. Et puis aujourd'hui, en fait, les opérateurs, ils sont obligés à finir leurs courses dans ces zones qui sont géofrancées auprès des usagers. Et puis voilà, il y a un vrai sujet de suivi pour qu'on puisse respecter ces types des contraintes, on va dire, et justement pour pouvoir concilier les différents usages et apaiser l'espace public. Bravo à la mairie de Paris donc pour ce bridage des trottinettes. Il s'agissait du dernier prix que nous remettrons ce soir. Et pour clôturer cette soirée, je demande tout d'abord à Sylvie Charles et Natalia Cicciarello de rejoindre le photocall pour une petite photo commémorative. Puis, je demanderai à l'ensemble des lauréats et remettants de bien vouloir regagner la scène pour une petite photo de famille. Ainsi se terminent nos Grands Prix de la région capitale pour notre 9e édition. Et les projets à récompenser pour les transports de la région ne manquaient pas. Nous félicitons bien sûr l'ensemble des lauréats, des nominés, et vous invitons bien sûr à partager à la suite de cette clôture un verre de l'amitié ou deux à l'étage de la salle polyvalente. Une très belle soirée à tous.